pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance, relever ta dignité. Tes fils chers côtes d'ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, l'unité, la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, bonjour à toutes ces personnes qui aiment le travail que nous faisons. Merci de nous soutenir de quelque manière que ce soit. Mesdames et messieurs, nous avons quelques sujets aujourd'hui que nous présenterons. Et après cela, vous aurez l'édito de Mère Blanc. Et nous avons exactement 3 sujets à présenter. Et après ces 3 sujets, on donnera la parole à Mère Blanc à travers son éditorial. Et après cet éditorial, ceux qui voudraient poser des questions, déjà vous pouvez vous apprêter, vous attendez lorsque l'éditorial est complètement fini et que nous donnons clairement la possibilité de pouvoir prendre la parole. Alors à partir de ce moment, donc, vous vous signalez et on pourra vous donner la parole. Et donc, avant d'entamer les 3 sujets, il faut signaler qu'après le déguerpissement de Port-Bouët, le parc animalier, vous savez, le 7 juin 2024, il y avait 150 Maliens qui avaient décidé volontairement de rentrer au Mali. Ça, c'était le 7 juin 2024. Mais encore, on a une très bonne nouvelle. Il y a encore 182 autres Maliens qui ont décidé de quitter Abidjan, qui ont décidé de quitter la Côte d'Ivoire volontairement. Et eux, ils sont rentrés au Mali le 11 juin 2024. Et ils ont été accueillis par leur ministre, le ministre malien établi à l'extérieur et à l'intégration africaine, qui se nomme Moussa Ag Akhtaher. Et nous disons que cela est une très bonne chose. Et nous encourageons la prise de conscience du côté des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, de regagner incessamment leur pays, qui est devenu aujourd'hui une terre vraiment qui fait bon vivre, qui fait rêver. Et parce que nous, ça nous arrange, ça libère nos hôpitaux, ça libère nos infrastructures sanitaires de base, ça libère nos écoles et surtout, ça diminue le taux de criminalité. Mais ce qu'il faut aussi signaler, c'est que ça ne paye pas de taxes. Et ça ne nous arrange pas. Ça ne peut pas être dans un pays et ça ne peut pas engranger de l'argent et ça ne peut pas refuser de payer des impôts comme nous autres Ivoiriens qui les payons. Et donc, quand on permet que ça vienne vivre chez nous et que cela est perçu comme une faiblesse, on doit dire que ça suffit. Et quand ça prend le temps de sortir du pays pour retourner en terre natale chez eux, il faut dire que c'est une très bonne chose. Comme ça, notre pays aura le temps de respirer un peu. Et il faut faire comprendre à ces millions de Maliens, de Burkinabés, qu'aujourd'hui, en l'état aujourd'hui, nous sommes vraiment, compte tenu de leur comportement,
les Ivoiriens n'ont plus envie d'eux. Ça, il ne faut pas se cacher. Ce que nous ne pouvons pas, en tant qu'Ivoiriens, faire dans leur pays, nous ne pouvons pas accepter que cela, eux, ils le fassent dans nos pays. Ça, c'est un minimum. Deuxième chose, il faut aussi que ces personnes-là sachent que le monde a changé et que nous ne sommes plus à l'époque de la colonisation et qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, le nombre ne fait que s'accroître. C'est totalement normal que la compétition devienne difficile. Ce que nous ne faisions pas avant en termes de petits boulots, maintenant, on va aller forcément les faire. Et donc, ça doit comprendre que l'Ivoirien veut occuper aujourd'hui son espace. Ça aussi, c'est important de signaler cela. Et donc, ainsi de suite. On attend encore, s'il plaît à Dieu, que assez de millions parmi eux puissent sortir de notre pays pour essayer de diminuer le taux de désordre dans notre pays. Parce que ça n'apporte rien d'autre que les braquages, ça n'apporte rien d'autre que le maraboutage, ça n'apporte rien d'autre que le désordre. Et ce désordre, même qu'ils ne peuvent pas se permettre dans leur propre pays, la Côte d'Ivoire ne peut pas être le réceptacle du désordre de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est important. C'est un message qui peut être dur, mais c'est franc. Et au moins, ça se mérite là. Sujet numéro 1. Les 6 plus grands services de renseignement au monde. Aujourd'hui, on va vous parler des services de renseignement et, si possible, un peu de leur rôle. Une grande puissance n'est rien sans un service de renseignement capable de protéger ses intérêts et de lui fournir des informations sur les menaces du monde. La rédaction du JDD fait le point sur les plus grandes fabriques à espions. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, depuis les temps de Mathusalem, ce qui a toujours caractérisé les États, qu'ils soient amis ou ennemis, c'est la capacité de s'espionner, c'est la capacité d'avoir des informations les uns sur les autres pour pouvoir les contrôler directement ou indirectement. Si vous voyez aujourd'hui que les Occidentaux nous dépassent, si vous voyez aujourd'hui que les Occidentaux ont plus de force que nous, ce n'est pas forcément la force physique, mais c'est la force mentale, la force intellectuelle. Une fois qu'elle est maîtrisée, la force physique n'a plus sa place. Et donc, comme je le disais, depuis les temps anciens, le renseignement, et pour bien comprendre cela en anglais, le renseignement, on appelle cela en anglais intelligence. Ça veut dire l'intelligence. C'est tellement important que quand tu sais avoir les renseignements sur l'autre, tu as une longueur d'avance sur lui. Par exemple, je vous prends rapidement l'époque du roi Salomon, par exemple. L'une des forces même du roi Salomon, c'était sa capacité à avoir réuni des gens dans toutes les sciences diverses. Et ces personnes-là agissaient en lui donnant un certain nombre d'informations. Et c'est comme ça, par exemple, que l'un de ces généraux qui était très spécialisé dans les informations qu'on appelait la HUP, et en arabe on va l'appeler Oud. Les gens pensent que c'était un oiseau, mais ce n'était pas un oiseau, c'était son nom de code, la HUP. Il était élégant et il savait s'infiltrer en se jouant de l'attention des gens. Ça, c'est un exemple. Par exemple, souvenez-vous, quand la HUP va rentrer dans le royaume de Saba, qui est aujourd'hui l'Éthiopie, et va découvrir qu'il y a une autre civilisation et que bizarrement, contrairement à la coutume qui était de l'époque, mais c'est une femme qui les dirige. Alors qu'à cette époque du monde-là, au roi du temps Salomon, quand on parlait d'un dirigeant, c'était forcément un homme. Et donc, c'était une nouveauté. Et donc, en plus de cela, il va dire, ben, ce sont aussi des caractéristiques, c'est que ce sont des gens qui sont des idolâtres. Et voilà, il donne tous les détails sur la culture. Et le roi Salomon, qui veut comprendre cette culture-là, et à travers les renseignements qu'il a reçus, il dit, mais elle a assis sur quel trône? Il dit, voilà exactement comment son trône est. Et le roi Salomon prend d'autres personnes pour leur dire, est-ce que vous pouvez fabriquer ce trône-là? Et en fonction des capacités, il y a d'autres qui viennent, nous on peut faire une semaine, nous on peut faire un mois, nous on peut faire 6 mois. Et il y a d'autres qui viennent pour vous dire, mais nous on veut le faire sur place. Mais ce sur place-là ne veut pas dire vous fermez les yeux, vous les ouvrez. Ça veut dire, nous le faisons dans un temps extraordinairement court, en fonction de la capacité des artisans. Et donc, voilà autant d'informations
Et c'est ce qui va faire que le roi Salomon va dupliquer le palais de la reine de Saba. Et vous savez que lorsqu'on est en politique, les symboles comptent beaucoup. Personne ne me le dira et personne ne vous le dira assez. Mais quand Vladimir Poutine doit recevoir quelqu'un, il te reçoit avec des très gros chiens pour te déstabiliser dans son bureau. Et tout ça c'est fait exprès sur la base des renseignements. Mais avant qu'il ne te reçoive, par exemple, si tu es quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner par les chiens, il faut savoir qu'il va utiliser d'autres méthodes. Et donc tout compte et tout est important. Et donc ces services de renseignement-là, aujourd'hui par exemple, vous voyez, on parle des ONG qui viennent donner la nourriture, on parle des ONG des droits des femmes. L'Occident aujourd'hui utilise les ONG. Les gens que vous voyez dans les ONG là, et puis ils viennent et puis ils sont frêles là, et puis vous les voyez, ils sont gentils là. Ce sont des agents de renseignement. Les agents religieux sont des agents de renseignement, que ce soit au niveau de l'islam, que ce soit au niveau du christianisme, que ce soit au niveau de toutes les religions. La majorité des, je ne dis pas tous, mais beaucoup de ces religieux-là sont des agents de renseignement. Pourquoi je le dis? C'est des faits. Il faut ouvrir les yeux pour les voir. Quand on va faire la confession, il y a beaucoup de choses qu'on dit là-bas. Toute personne qui a accès à cette mine d'informations-là, tu maîtrises cette société. Et à partir même de la distance, tu peux maîtriser les gens. Quand par exemple, les Arabes viennent investir dans les pays africains pour faire des puits et des mosquées, mais est-ce qu'ils le font gratuitement, véritablement? Ils s'attendent à ce que leur obédience soit propagée sur le terrain. Et donc, c'est le contrôle mental et le contrôle spirituel. Et tout ça, ça fait partie des renseignements. Et donc, ça a plusieurs niveaux. Vous pouvez voir une femme qui est au marché, elle vend du gombo, et pour vous, c'est une vendeuse de gombo, mais elle peut être agent de renseignement. Et donc, c'est dans tous les corps de métier. C'est dans toute la couche de la société humaine qu'on peut retrouver des agents de renseignement, si vous voulez simplement, qu'on peut appeler des espions. Et donc, c'est sur ça que les grandes nations bâtissent leur capacité à protéger leurs intérêts, l'information. Et surtout dans le monde où nous sommes aujourd'hui, là, tu peux vivre dans la même ville, tu peux vivre dans la même cour, tu peux vivre dans la même maison avec quelqu'un. Si la personne a plus de renseignements que toi, la personne va te battre en tout. Regardez aujourd'hui comment l'information va vite. Et regardez quelle est la différence aujourd'hui entre ceux qui ont la mauvaise information et la bonne information. Vous voyez que c'est des gens qui sont comme s'ils vivaient dans deux mondes différents. Quand vous partez dans les ambassades et autres, la majorité de ceux qui sont dans les ambassades, je parle des vrais, la majorité en tout cas, ce sont des agents de renseignement. Tout ça, ce sont des exemples qu'on vous donne. Il n'existe aucun championnat pour démarquer les services de renseignement au monde. Leurs effectifs, leurs capacités, leurs budgets ou encore leurs missions sont parfois incomparables. Pourtant, les techniques mises en œuvre pour collecter les renseignements sont assez similaires entre les États, avec notamment l'interception de communication, l'espionnage ou la surveillance des individus. Et donc, les agents de renseignement, même si on n'a pas tous les détails, ou bien si tous les détails ne sont pas donnés dans l'article, déjà, tout le monde a entendu parler des espions. Ça ne veut pas dire que forcément, quand on dit que quelqu'un est un espion, il est mauvais. Tout est relatif. Si il espionne pour ton pays et qu'il protège les intérêts de ton pays, toi, tu ne le vois pas comme mauvais. Mais s'il espionne contre ton pays et qu'il donne des informations contre ton pays, tu verras que toi, tu le vois comme étant mauvais. Et donc, là, on va relativiser ici. Mais toujours est-il que c'est des gens aussi, c'est comme un métier. C'est comme enterrer l'homme. C'est comme celui qui fait la fabrication des cercueils. Et donc, c'est comme aussi celui pour qui le métier est d'être quelqu'un qui exécute quand on prend des peines de justice. Le guillotineur, par exemple. Et donc, ce n'est pas un métier honteux, comme certains pourraient le penser. S'il n'y avait pas des gens pour enterrer les cadavres, je ne crois pas que les morts seraient là où ils sont au royaume des cieux. Et autant, il faut des agents de renseignement pour essayer d'aider un État ou bien même de protéger un État. Et donc, ils ont plusieurs manières de procéder, quelles que soient les mesures ou bien les techniques qu'ils utilisent. Souvent, ils ont des capacités de pouvoir écouter les conversations, les téléphones, les communications WhatsApp, tout. Ils ont les moyens, ils ont des appareils pour ça. Ou bien même, ils font de l'infiltration. Ils ont la capacité d'envoyer des gens sur le terrain pour espionner. Et en général, même souvent aussi, il y a des agents doubles.
C'est-à-dire que quelqu'un peut être avec vous, vous pensez qu'il est avec vous, mais il travaille des deux côtés. Il y a aussi des agents aussi qu'on renverse carrément, qui étaient avec un camp, mais après, ils reviennent du camp opposé. Tout ça, ça existe. Il y a aussi le fait aussi qu'ils peuvent surveiller des individus qui sont suspects. Et tout ça, ça fait partie des services de renseignement. Ainsi, les services de renseignement ont pour tâche principale de fournir au gouvernement des informations fiables sur les menaces qui visent le pays et sa population. Ils sont des outils indispensables pour décrypter des questions complexes, pour avertir des problèmes géopolitiques naissants et pour contrer les menaces des intérêts nationaux. Et donc, pourquoi ils font tout ça? Ils font tout ça pour aider leurs différents pays à ne pas tomber dans le piège de certaines menaces, ou bien à éviter certaines menaces, ou bien même des mauvaises pratiques qui se passent. Presque partout, dans tous les pays du monde, il y a toujours, chaque jour que Dieu fait, des gens qui veulent poser des mauvaises actions. Mais grâce aux services de renseignement, il y a beaucoup de menaces qui sont déjouées et ça permet aux populations de vivre en paix et en sécurité. Mais ce n'est pas ça seulement. Ils sont là aussi, il y a une grande partie qui est là pour analyser les questions difficiles. C'est-à-dire, il y a des agents de renseignement, des espions, eux là, ils ne sortent jamais. Le matin, vous les voyez, ils vont au bureau. Mais eux, ils analysent les questions. Ça peut être d'ordre social, économique, géostratégique, à tous les niveaux que vous puissiez imaginer. Et c'est pourquoi il y a tous les domaines d'activité là-dedans. Et c'est pourquoi il y a tous les corps de métier dedans. Si tu veux espionner, par exemple, dans le monde du foot, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est mieux qu'un footballeur, qui officiellement ne fait que jouer, mais qui est en contact avec presque toutes les couches? Mais si tu veux espionner un groupe qui est un groupe religieux, mais il n'y a pas un meilleur moyen que d'utiliser un fidèle ou bien même un pratiquant de cette religion-là, quel que soit son niveau, etc., etc. Et l'État a toujours intérêt à avoir des espions partout pour ne pas être surpris des événements. Et surtout, il y a des espions aussi qui sont même presque partout, qui analysent la politique mondiale et qui donnent leur avis pour aussi protéger les intérêts de leur pays ou même les intérêts du monde. Et donc, parmi ces agences de renseignement ou bien d'espionnage, le 6e qu'on va vous citer ici, on va aller par ordre décroissant. Ça veut dire du plus... on va aller de l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Le MI6, qu'on appelle le MI6. Le Secret Intelligence Service, le plus souvent appelé MI6, et ça c'est chez les Anglais, les Britanniques. Et sachez que le MI6, ça veut dire la section d'intelligence militaire section 6. Military Intelligence Section 6. C'est ce que ça veut dire. Que vous dites MI6 ou MI6, c'est Military Intelligence Section 6. Est le service des renseignements britanniques à l'étranger. Le MI6 dépend du Foreign Secretary et non de l'armée britannique, et il a dans ses rangs l'agent le plus célèbre du monde que nous appelons James Bond ou 007. Et donc, contrairement à ce que le nom indique, Military Intelligence Section 6, vous aurez pensé que c'est un segment des renseignements britanniques au compte de l'armée britannique. C'est plutôt un segment qui agit au nom du ministère des Affaires étrangères. Foreign Secretary, ce qui veut dire le ministère des Affaires étrangères. Et donc, vous aurez pu voir, qui n'a pas vu le film 007, James Bond, tout le monde a pu voir cela. Mais c'est pour vous donner un aperçu. Le film va un peu dans les excès, mais en même temps aussi, il y a des choses aujourd'hui que vous pensiez impossibles qui sont là aujourd'hui, que vous voyez aujourd'hui. Et effectivement, les agents de renseignement sont souvent à un niveau d'évolution qui peut étonner le monde ordinaire. Plus sérieusement, le MI6 a été créé en 1909 avec pour rôle de produire des renseignements sur des sujets concernant les intérêts vitaux du Royaume-Uni en matière de sécurité et de défense, de politique étrangère et de politique économique.
Et donc, ce qu'eux ils font là, eux vont défendre les intérêts de l'Angleterre en faisant la production de renseignements sur des sujets. Par exemple, la sécurité, la défense, la politique étrangère, la politique économique. Et donc, ils vont réfléchir sur tout ça. Souvenez-vous, par exemple, qu'une fois, Bruxelles avait reçu un don des Chinois et les Chinois avaient mis des micros dans tout le siège de la Cour européenne et ils écoutaient. Et c'est ça le monde. Et tous ceux qui sont là dans ce monde qui acceptent toujours des dons là, il faut savoir que tout ce qui est cadeau là, il y a toujours une conséquence dedans. En 2016, la BBC annonçait que les effectifs du MI6 allaient augmenter de 40% afin de passer à 3500 employés en 2020. Cette ambition avait été révélée à l'époque pour faire face aux défis des nouvelles technologies et également pour répondre à la menace terroriste islamiste. Son budget serait inférieur à 1 milliard de livres sterling et devrait baisser de 14% ces prochaines années. Et donc, pratiquement, le MI6 comporte au moins 3500 employés, mais sachez qu'ils ne vous donneront jamais les vrais chiffres. Et aujourd'hui, c'est un secteur aussi qui n'a pas cessé de s'adapter aux nouvelles technologies pour surtout répondre aux menaces qui pourraient frapper l'Angleterre. Et donc, en termes de budget, officiellement parlant, ils ont moins d'1 milliard de livres sterling. Ça, le livre sterling, ça c'est la monnaie anglaise qu'ils utilisent. Et voilà un peu de quoi on aurait pu parler ici. 5e service des renseignements. Rendu célèbre par la série Canal+, le Bureau des légendes, qu'on appelle la Direction générale de la sécurité extérieure, la DGSE, est la référence des services secrets français qui figure parmi les meilleurs au monde. Pour preuve, Gina Haspel, directrice de la CIA de 2018 à 2021, avait déclaré en 2022 que la DGSE était à ses yeux l'un des tout meilleurs services de renseignement dans le monde. Je considère qu'ils sont clairement dans les top 3 de nos partenaires. Leur expertise sur le contre-terrorisme et l'Afrique est sans équivalent. Et donc ici, la DGSE, ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Direction générale de la sécurité extérieure. C'est l'un des segments des renseignements français. Et donc, il faut le reconnaître, les Français sont vraiment forts en espionnage. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et vraiment, il faut compter sur eux. Le dernier grand fait d'armes de la DGSE, en date, est sans doute l'information qu'avait la boîte selon laquelle une mutinerie se préparait dans les rangs de Wagner, bien avant le coup d'État de son chef, Evgeny Prigojine, en juin 2023. Et donc, avant même le coup d'État que Evgeny Prigojine voulait organiser et la mutinerie en Russie en juin 2023, les services de renseignement avaient déjà averti les Américains qu'il y aurait probablement un soulèvement au niveau de l'armée russe et que Prigojine serait celui-là même qui serait devant. Et donc la DGSE a été créée en 1982. Elle est l'héritière du service de renseignement de la France libre qu'avait conçu le général de Gaulle en 1940. La DGSE et ses 7000 agents ont pour mission la recherche d'informations secrètes à l'étranger. Celles-ci peuvent être en lien avec des enjeux géostratégiques, politiques, géopolitiques ou des menaces et même des risques pour la France. Et donc la DGSE se concentre beaucoup plus sur l'extérieur de la France, en dehors de la France, pour donner des informations qui peuvent être utiles politiquement, qui peuvent être utiles stratégiquement ou qui peuvent être utiles en termes même de sécurité simple à la France. Et donc, les services secrets français ont également une capacité d'entrave et d'action clandestine. Ce qui veut dire qu'ils peuvent mener des opérations extérieures pour soit contrer des malfaiteurs, ce qui veut dire les tuer, les neutraliser,
ou bien même les kidnapper, il y a tout ça. Et donc là, ils peuvent aussi faire des opérations illégales. Et ça sera commandité par l'État français en toute discrétion. Et vous allez penser que c'est des individus simples, mais derrière, ils ont la protection de l'État français et peuvent agir. Si ça se passe bien, ils disparaissent. Et si ça se passe mal, même si on les attrape officiellement, la France, c'est pourquoi si vous remarquez très bien, la France a beaucoup de personnes qu'on kidnappe dans le monde. Oh non, c'est une pauvre religieuse, elle a été kidnappée dans le désert. Officiellement, c'est une religieuse, il faut libérer la religieuse. Oh, c'est un pauvre moine français qui était en Algérie. Comment on peut arrêter des pauvres moines? La vraie vérité là, ce ne sont pas des moines, ce sont des agents de renseignement. Quand on les attrape là, ils deviennent des moines ou même des religieux. Toi, tu es un religieux, tu t'en vas dans le désert du Mali là-bas, il n'y a personne là-bas. Tu sais qu'il y a djihadiste, tu t'en vas pour prêcher, il n'y a personne là-bas. Tu es sûr que tu es une religieuse. Mais tout ça, c'est ça. Ce sont des États qui ont compris et des gens qui ont compris qu'il faut aider leurs États, quels que soient les lieux et les circonstances. Et ça, ils font de leur mieux pour aider leur pays. Parfois, ces missions provoquent des controverses, comme ce fut le cas en 1985 avec l'affaire du sabotage du Rainbow Warrior, navire amiral de l'organisation écologiste Greenpeace, qui causa la mort d'une personne. Par exemple, en 1985, ce que vous voyez aujourd'hui qu'on appelle les écologistes là, la France a commandité certains de ses services de renseignement pour saboter leurs bateaux. L'objectif n'était pas de faire du mal à quelqu'un, mais on appelait le bateau là le Rainbow Warrior. Si on veut traduire en anglais, le bateau arc-en-ciel. Et donc là, ils ont fait couler le bateau, mais malheureusement, il y a eu mort d'une personne. Et c'est là que l'affaire a éclaté un peu. Et donc, il y a tout ça dedans. Comme aussi, les agents de renseignement aussi, s'ils tombent sur des États qui ne font pas cadeau, comme les Russes et autres, là, eux te tuent en même temps. Donc, il y a tout dedans. Les services de renseignement français verront leur budget annuel cumulé passer de 500 millions d'euros annuels en 2017 à près d'1 milliard d'euros en 2030, dont la grande majorité vers la DGSE. Quatrième service de renseignement, le Mossad. Le Mossad, c'est le service de renseignement de l'Israël. Il faut dire que c'est un pilier sur lequel repose même la sécurité d'Israël. Avec son siège à Tel Aviv, il est chargé du renseignement extérieur et des opérations spéciales en dehors des frontières de l'État hébreu, afin d'assurer la survie des intérêts vitaux de la nation d'Israël. Et donc vous voyez, le Mossad agit généralement à l'extérieur en termes de renseignement, mais aussi en termes d'actions directes et concrètes. Par exemple, vous avez vu tout dernièrement que l'Iran a balancé des bombes sur, comment on appelle, Israël. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que c'est Israël d'abord qui a bombardé une ambassade de l'Iran, tuant beaucoup de personnes là-bas, des autres officiels. Mais pourquoi ils ont bombardé l'ambassade? C'est parce qu'ils avaient des gens qui étaient extrêmement dangereux, selon eux, pour la sécurité d'Israël. Et donc, une fois que vous arrivez à les neutraliser, c'est comme aussi quand ils ont pu tuer le général Soleimani. C'est la même chose. Des gens qu'ils pensent trop efficaces contre les intérêts israéliens, souvent ils vont procéder par des assassinats, mais ils ne vont jamais reconnaître. Et donc ça, c'est l'une des particularités du Mossad. Souvent, même quand ils posent des actions, ils ne vont jamais reconnaître. Le Mossad est né en 1948. Il a rapidement dû être aussi efficace que les services aussi bien rodés que la CIA et le KGB. Et donc, malgré qu'il soit né un peu après la CIA et le KGB, aujourd'hui le KGB c'est ce qu'on appelle le FSB, les services de renseignement russes. Mais les États-Unis, eux, ont toujours gardé le même nom, CIA. Mais il faut reconnaître que le Mossad aujourd'hui traîne une réputation vraiment des durs parmi les services de renseignement dans le monde. En tant que membre du Mossad, tu peux voler, mentir, te battre et dans certains cas extrêmes tuer. Déclaré sans embâche, l'ex-agent Gad Shimron dans un documentaire diffusé en 2019 sur France 5. Dans ses rangs, le Mossad compterait sur plus de 7000 agents et il dispose d'un budget annuel de 3 milliards d'euros. Les services secrets
compte plusieurs départements, mais les détails sur sa structure interne sont pour la plupart cachés. Il dispose non seulement d'un réseau d'informateurs et d'agents au sein des groupes militants palestiniens, mais également dans les pays hostiles comme le Liban, la Syrie et l'Iran. Et donc, sachez que souvent, même quand ils vont en opération, ce que vous voyez, le Hezbollah, comment on va appeler, tous ces mouvements palestiniens-là, sachez qu'il y a beaucoup qui sont affiliés au Mossad et qui donnent des renseignements. Par exemple, quand certains lieux stratégiques sont bombardés, ce sont des populations arabes même qui donnent l'information. Et donc, en fonction de beaucoup de choses. Et donc, le Mossad aussi fait partie, infiltre les groupes de militants palestiniens, quel que soit leur nom. Ils ont des agents de renseignement là-bas. Et aussi, ils sont infiltrés surtout au Liban et en Syrie pour pouvoir maîtriser le conflit sous-régional surtout et aussi avoir un œil sur l'Iran. Le Mossad a des modes d'action redoutés dans le monde. Et ces derniers sont parfois critiqués. En effet, à titre d'exemple, selon une enquête du Guardian, l'ancien directeur des services secrets israéliens a tenté de faire pression sur la procureure de la Cour pénale internationale en 2021 afin qu'elle n'ouvre pas d'enquête sur les accusations de crimes de guerre en territoire palestinien. Et donc, c'est l'ancien directeur des services de renseignement israélien du Mossad qui a fait pression sur Fatou Bensouda pour ne pas qu'elle ouvre des dossiers contre les Israéliens pour crimes de guerre en Palestine. Officiellement, Israël va toujours démentir. Et ça fait passer l'une des spécialités du Mossad, c'est qu'eux ne font jamais rien de mal. Toujours, c'est eux qu'on accuse. Ça, c'est leur particularité. On a aussi le Gwangbu. Le nom peut être un peu difficile ou rébarbatif, mais le renseignement français, qu'on appelle DGSE et DGSI, a identifié depuis 2021, dans un rapport conjoint, un adversaire à surveiller de très près, le Gwangbu. Ces dernières semaines, 6 personnes soupçonnées de travailler pour les services de renseignement chinois ont été arrêtées. 2 au Royaume-Uni et 4 en Allemagne, dont l'assistant d'un eurodéputé du parti de droite radicale, en abrégé AFD. Et donc, comme vous aurez entendu le nom qui vous a surpris, le Gwangbu, ça s'écrit G-U-O-A-N-B-U. En tout cas, c'est un des segments des services de renseignement chinois. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, avec la technologie, même TikTok est un service de renseignement américain. Huawei, la marque de téléphone Huawei était un service de renseignement américain. Vous me demanderez, mais quoi? Mais c'est de la collecte d'informations. Et c'est surtout l'écoute. C'est aussi simple que cela. Mais ils ont des agents qui vont physiquement sur des terrains extérieurs, sur des champs d'opération extérieurs. Et le Gwangbu a cette réputation-là. Et on va le savoir à partir de 2021, quand ils vont arrêter 6 personnes. Il y a 4 qui seront arrêtés en Allemagne et 2 au Royaume-Uni. Et qu'est-ce qu'on découvre? Ces personnes ont des liens. Ce sont des agents de renseignement chinois. Mais à la vérité, autant que les Chinois soient nombreux, autant ils ont la capacité de se répandre partout. Et là, ce service à lui seul compte plus de 200 000 agents. Le Gwangbu à lui seul compte plus de 200 000 agents. Ces annonces confirment que l'Europe est une cible importante pour les espions de Pékin. Et donc, comme je vous ai dit, et bizarrement, par exemple, on a attrapé un des espions qui était l'assistant d'un député européen. Et vous voyez que vous vous demanderez, mais comment des gens qui ont déjà réussi leur vie peuvent être des espions? Ce n'est pas toujours aussi facile que vous le pensez. Il y a toujours des petits liens ou bien des ramifications ou bien même la colère. Tout peut s'expliquer. Tout peut s'expliquer. Et donc, avant cela, ils avaient encore à Bruxelles, au siège même
des Européens, les Chinois avaient mis sous écoute même les sièges même des institutions européennes. Tout ça, ça fait partie de l'espionnage. D'après un reportage diffusé en mars 2024 sur France 5, le service secret de Pékin, Guangbu, intervient de façon directe et indirecte en France, aux États-Unis et un peu partout dans le monde et compterait plus de 200 000 agents. Pour museler les opposants, le Guangbu s'appuierait sur une centaine de postes de police installés de façon illégale à l'étranger. Parmi ses principales missions, maintenir le Parti communiste chinois au pouvoir. Le ministère de la Sécurité d'État est un service de renseignement non militaire de la République populaire de Chine. Il a été créé en 1983 et est aujourd'hui présenté comme l'une des plus grandes puissances d'intelligence en termes de renseignement. Situé à Pékin, il est sous la responsabilité directe du Conseil des affaires de l'État de la République populaire de la Chine. Et donc, la particularité que vous voyez ici, c'est que chaque État défend ses intérêts. On a aussi le deuxième, qui est le FSB. Et comme je vous le disais, avant, on les appelait KGB. Ça, c'était jusqu'à la période de la guerre froide. Et quand la guerre froide est terminée, ils ont aussi changé de nom. On les appelle maintenant le FSB. Ce qui signifie le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie. C'est le deuxième service de renseignement le plus puissant au monde. Et Vladimir Poutine est un agent même du KGB FSB, si vous voulez. Vladimir Poutine que vous voyez là, c'est un ancien espion. Il a commencé au plus bas jusqu'à devenir directeur des services de renseignement du FSB entre 1998 et 1999. Et donc, leur mission, elle est claire et nette. Garantir la souveraineté de la Russie. Protéger le peuple de la Russie contre les menaces extérieures. Et surtout, maintenir en tête que l'Occident est leur ennemi. Ça, c'est un peu comme leur café du matin. Il faut que, même si l'Occident même ne veut pas être l'ennemi de la Russie, en tout cas au FSB, l'Occident doit demeurer l'ennemi pour pouvoir justifier la raison du FSB de survivre et d'exister. Mais ce n'est pas cela, l'Occident seulement. Ils font aussi de la surveillance électronique à l'étranger. Et ils ont aussi la capacité d'intervenir dans les anciennes républiques soviétiques. Souvenez-vous, lorsque des terroristes vont prendre des théâtres ou des opérations, on leur donne des ordres, c'est eux qui vont aller, on dit bon, tuez tout le monde. On ne cherche pas à comprendre qui est terroriste, qui a été otage ou qui n'est pas, tuez tout le monde et puis on passe. En général, c'est eux qui font ça. C'est leur manière à eux de se faire respecter. Quand tu tues la poule, tu casses ses œufs et tu tues les poulains et les poussins, sans oublier le coq, tout le monde se souviendra que tes méthodes ne sont pas là pour faire dans la dentelle. Et sachez qu'il y a eu un petit moment de transition. Je vous ai dit que le FSB, là, on appelait ça KGB à l'époque soviétique. Mais sachez que dans un petit moment de transition, on appelait ça le FSK. Qui a été dissous en novembre 2011 après la dissolution de l'URSS. Et bizarrement, contrairement aux autres services de renseignement dont on a pu vous donner des nombres de personnes qui les composeraient, c'est un secret d'État que de connaître le nombre de personnes qui constituent le FSB. Mais globalement, on parle environ de 350 000 agents. Et il y a plus de 200 000 qui sont utilisés comme des gardes frontières. Quand vous imaginez la taille de cette population de 350 000 personnes qui doit donner des informations, vous voyez que c'est du lourd. Et c'est du lourd parce que dans ses missions, le FSB mène des campagnes de déstabilisation dans les démocraties occidentales. Ça veut dire ce que vous voyez comme les Wagner là. Oui, officiellement on met quelques prisonniers, mais vous pensez que des prisonniers, des gens sans foi ni loi peuvent se maintenir dans un ordre?
ils sont bien encadrés. Et souvent, là, ils sont bien encadrés par des agents de FSB et autres. Et donc, là, les pays où la démocratie occidentale marche, généralement, ils s'attaquent à ces pays-là. Ils déstabilisent ces pays-là. En lançant souvent des actions de désinformation à grande échelle. C'est comme aujourd'hui, personne ne peut dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est pas cible d'une telle attaque. Tout le monde le sait. Les autorités ivoiriennes le savent. Tout le monde le sait. Il y a près de 500 sites. Il y a près de 500 faux sites qui sont créés pour créer la désinformation, l'infox. Et aujourd'hui, notre opposition est très fertile à aider ces services-là. Et aujourd'hui, quand vous prenez un monsieur comme Awadon Melo, ne soyez pas surpris que directement ou indirectement, il travaille pour ces personnes. Quand vous prenez Kemi Seba, ce sont des gens qui travaillent pour le FSB. Quand vous prenez les Nathalie Yam, ce sont des gens qui travaillent pour le FSB. Ce n'est pas des choses cachées. Ils n'assument pas. On ne peut pas te donner de l'argent cadeau. Les 400 000 ou 500 000 euros reçus sont venus du FSB qui ont été remis à Kemi Seba. Et c'est pour faire un travail bien clair. Servir d'agent de relais pour continuer la désinformation en Afrique, pour que la propagande russe puisse créer soit la désinformation ou bien même ouvrir de nouveaux champs pour l'Occident. Voilà leur rôle. Kemi Seba, Nathalie Yam, tous ceux-là, sachez que ce sont des agents du FSB qui sont là à visage découvert pour travailler. À titre d'exemple, les mystérieuses étoiles de David bleues taguées sur des murs de Paris et en banlieue en novembre 2023 auraient été commanditées par les services de sécurité russes selon une enquête du journal Le Monde. Et donc vous les retrouverez dans tous les corps de métier et vous les retrouverez dans toutes les activités. C'est comme ça que ça se passe. Et on va terminer avec la CIA. C'est l'agence centrale de renseignement américain. Et combien de films n'avons-nous vus où on parle de la CIA? Il faut dire déjà que selon l'information qu'on a, la CIA compte au moins 22 000 employés. Et comment on a fait pour savoir ça? C'est quand Edward Snowden a fait fuiter des informations qu'on a pu le savoir. Et on a pu comprendre aussi que la CIA a globalement peut-être un budget annuel de 15 milliards de dollars. En tout cas, ça c'était en 2012. Sur son site internet, la CIA ne confirme pas ces chiffres, expliquant qu'ils sont couverts par le Secret Defense, ce qui veut dire le secret d'État. Depuis la fin de la guerre froide en 1989, elle s'est reconvertie pour défendre les intérêts américains, notamment dans le domaine de l'espionnage économique. Et donc, contrairement à tout ce que les gens vous présentent, c'est ce qu'ils ont envie de vous présenter. Mais en réalité, le vrai visage d'un service de renseignement ne peut pas être dit comme je suis en train de vous le dire, comme si c'était à fabriquer sur commande et puis bon, c'est. Non, ils sont toujours en avance sur les réalités du monde. Et aujourd'hui, par exemple, vous allez voir que les États-Unis, à un certain moment, vont diriger les capacités de la CIA à faire de l'espionnage économique pour être toujours en avance. Et donc, sa mission est de réunir, de corroborer et d'interpréter les renseignements pouvant affecter la sécurité nationale des États-Unis. Ces personnels sont recrutés dans tous les milieux, scientifiques, informatiques, militaires, diplomatiques. La CIA a été créée en 1947. Elle dépend du directeur du renseignement national et son siège est situé en Virginie. Elle a largement participé à la traque et à la neutralisation d'Oussama Ben Laden, responsable des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. La CIA s'est trouvée sous le feu des critiques à la suite des révélations du Guardian, qui est un journal anglais en 2013, selon lequel 35 dirigeants du monde auraient été écoutés par ses services et ceux de la NSA, l'Agence nationale de sécurité, or National Security Agency. Et donc voilà un peu ce qu'on vient de vous dire sur les services de renseignement et d'espionnage. C'est un sujet sur lequel on ne pourra jamais dire tout, parce qu'on ne sait jamais tout. Mais au moins, plus personne ne pourra dire qu'il ne sait pas qu'ils existent et qu'il n'a pas une idée. Et donc, l'information a été tirée du journal JDD.fr2D, pour ceux qui voudraient vérifier. Sujet numéro 2. Comment
Vivent et meurent les partis politiques. Sachez que c'est un texte de notre père Alexis Diette. Il nous explique un peu, les partis politiques, c'est comme aussi des êtres vivants. Ça vit et ça meurt. Et donc, pour qu'un parti politique puisse exister, il faut une stratégie pour qu'elle soit mise en place. Mais aussi, pour qu'elle meure, il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de critères pour que ce parti politique meure. Ils vivent et meurent de la capacité ou de l'incapacité de leurs chefs et de leurs membres à incarner réflexivement, symboliquement et activement, de manière pérenne, leur conception respective du bien commun national, leurs valeurs, leurs principes et les intérêts des catégories socio-professionnelles qu'ils prétendent représenter dans la cité. Il dit, si tu vois qu'un parti politique arrive à vivre, c'est que ce parti politique-là s'est donné le moyen d'avoir des membres qui ont la capacité de réfléchir sur les problèmes de sa société et de donner des réponses qui peuvent convaincre les membres de cette société. Si tu vois un parti politique qui arrive à vivre et à survivre, c'est un parti politique qui s'est donné pour moyen d'envoyer un idéal qui est de créer les conditions du bien de tous les citoyens d'une nation, de défendre les valeurs qui sont les meilleures pour cette société, de se mettre à la disposition du peuple pour défendre ses intérêts, quelles que soient ses couches socio-professionnelles, quels que soient les niveaux des différentes couches de la population. Quand un parti politique se met à la disposition du plus petit jusqu'au plus grand et donne à chacun la capacité de pouvoir dire que nous nous sentons bien, tant que ce parti-là représente ces critères que je viens de citer globalement, ce parti-là va exister. Mais, de l'autre côté, ce qui fait que des partis politiques meurent, c'est quand les leaders de ces partis-là n'ont plus la capacité de réfléchir et vous les voyez tomber dans le mensonge, dans la manipulation. Et donc, quand vous voyez un parti politique, et comme en Côte d'Ivoire, en train aujourd'hui de s'abonner au mensonge, c'est un parti politique qui n'est plus capable de réfléchir, quand tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux plus proposer quelque chose de nouveau. Imaginez-vous par exemple, si tous les jours on venait parler d'Alassane Ouattara, même vous-même qui aimez Alassane Ouattara, un moment ça, non, ça c'est bon comme ça. Parce que ça serait redondant. Parce que oui, Alassane Ouattara a mangé aujourd'hui, oui, il se porte bien, oui, ça va. Non. Chaque jour, il faut pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Et pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau, il faut être capable de réfléchir. Et donc, le premier poison qui va tuer un parti politique, quand ce parti politique a en son sein des membres qui ne peuvent plus réfléchir pour proposer. Et un parti qui ne peut plus proposer de nouvelles idées, qui ne peut plus réfléchir pour amener la population à être convaincue que ce parti-là peut être une alternative pour aider à sauver les valeurs de la société, pour aider à faire le bien et à défendre les intérêts de toutes les couches sociales et des couches professionnelles, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent. Si tu ne sens pas ton intérêt dans un parti, tu ne vas pas rentrer. Toi, tu es dans une société. Mais quand on demande aux opposants ivoiriens, qu'est-ce que vous avez fait? Non, on n'a rien fait. Oh. Donc, vous n'avez pas défendu les intérêts de la Côte d'Ivoire. Non, on n'a rien fait. Oh. Vous n'aidez pas à défendre le bien commun. Non, on n'a rien fait. Oh. Donc, quand vous ne faites rien, parce que vous ne réfléchissez pas, c'est pourquoi aussi que les gens vous abandonnent. Et c'est comme ça que les partis politiques meurent. Et le FPI est un meilleur exemple d'un parti devenu improductif, incapable de réfléchir, incapable de s'adapter, et aujourd'hui qui fait dans du mensonge en disant nous sommes devenus le parti des peuples, on a changé de nom, en pensant que les gens vont oublier. Non, ceux à qui vous avez fait du mal là, ils sont encore vivants. Et donc même si vous changez 1000 fois de nom, mais que vous n'êtes pas capable d'apporter un programme de campagne, que vous n'êtes pas capable de vous mettre pour que le peuple sache que vous pouvez défendre ses intérêts, vous aurez beau changer 1000 fois, le peuple ne vous prendra pas au sérieux. Et c'est pourquoi, pour qu'un parti politique puisse être pris au sérieux, il faut que le parti politique, après ce que je viens de vous dire, responsabilise et fait réfléchir et informe le peuple. C'est-à-dire un parti politique, la manière même que le parti politique se comporte là, on doit sentir que ce sont des responsables, des personnes dignes de foi, des personnes qui se respectent elles-mêmes, qui dirigent un parti politique.
Toi, tu travailles dans un parti politique. Le leader, là-bas, lui-même, il ne se respecte pas. Il est toujours dans les affaires des culottes. Il est toujours dans les affaires de ce Matanga, Katanga qui a préparé pour moi. Il est toujours dans les affaires, c'est la route qui est tranchante, c'est ce qui coupe les pneus. Ce n'est pas un parti sérieux. Ce n'est pas un parti d'hommes responsables. Et donc là où tu te réunis avec des gens qui ne sont pas responsables, qui ne sont pas sérieux, vous ne pouvez pas réfléchir correctement. Et puisque vous ne pouvez pas réfléchir correctement, vous ne pourrez jamais donner d'informations qui va être utile au peuple pour que le peuple vous écoute. Et c'est pourquoi le peuple, ah non, eux ce sont des comédiens. Ah non, eux c'est le Comedy Club. Ah non, c'est le Babo Show. Parce que ce parti-là même est constitué d'individus peu fiables, sinon même pas du tout fiables, incapables de réflexion, incapables. Toi, tu n'as pas d'information, tu ne réfléchis pas. Comment tu vas venir dire à quelqu'un que c'est moi, je peux t'informer? Et donc, c'est pourquoi ils sont obligés de passer par le divertissement. Et vous les voyez, chaque fois, c'est eux qui sortent un nouveau mensonge. Mais pour eux, c'est une forme de divertissement pour essayer de dévaluer la conscience collective des Ivoiriens. C'est-à-dire, eux, ils procèdent de façon que on va diminuer la valeur des Ivoiriens, on va diminuer la vie des Ivoiriens, alors que la politique, c'est votre vraie vie. Mais si on s'amuse avec votre vie, si vous acceptez que des gens viennent s'amuser avec votre vie, est-ce que vous pourrez demain leur mettre des barrières pour leur dire non, 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 voilà ce que vous pouvez faire et voilà ce que vous ne pouvez pas faire, puisque vous avez accepté la déresponsabilisation, vous avez accepté la désinformation. Et donc, lorsqu'on est en démocratie, pour garder sa souveraineté, pour garder sa liberté et surtout pour vivre des conditions de la démocratie, il faut être responsable. Il faut imposer que ceux qui fassent la politique soient des personnes responsables, respectables. Des personnes, quand elles parlent, chaque mot est calculé et chaque mot, on peut l'interpréter soit à l'avantage ou bien voir l'impact que cela peut avoir sur la population ou bien même sur les intérêts même du pays. Il ne faut pas faire de la politique avec des gens qui sont là pour le divertissement, pour vous faire rire. Parce que ce qui vous fait rire là, c'est votre vraie vie. Mais ils sont en train de s'amuser pour s'incruster dans vos vies. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de maison, mais qui veut prendre possession de ta maison, mais qui n'a pas la clé, et qui te dit ce que tu as envie d'entendre, mais dès qu'il rentre dans ta maison là, il te chasse pour te faire sortir. Une fois qu'ils prennent le contrôle du pouvoir, sur les moyens par lesquels ils ont acquis le pouvoir, sachez que c'est par ces mêmes moyens-là qu'ils vont vouloir vous gouverner. L'irresponsabilité. L'irresponsabilité. Si vous laissez prendre par les discours d'un homme irresponsable, sachez que c'est dans l'irresponsabilité et la désinformation qu'ils vont vous diriger. Aujourd'hui, là, les Tidjane Thiam, il y a combien de fois il a menti? Laurent Gbagbo, il y a combien de fois ils ont menti? Quand vous allez leur donner le pouvoir, là, demain, là, sachez que les vraies informations de l'État, ils ne vous les donneront jamais. Ça, soyez convaincus de cela. Parce que ils ont compris qu'on peut désinformer le peuple. Donc les vraies réalités économiques, les vraies réalités sociales, les vraies réalités militaires, vous ne les saurez jamais. Mais comme vous-même, vous avez accepté qu'on l'aime, et c'est dans l'irresponsabilité, dans la déresponsabilisation qu'ils ont pris le pouvoir, et donc vous ne pourrez pas être capable de leur dire, mais pourquoi vous ne travaillez pas pour les Ivoiriens? Mais parce que vous-même, vous avez aimé cela dès le départ. Et donc c'est ce qui tue aussi même les démocraties, et c'est ce qui va tuer vos libertés, et c'est ce qui va tuer la souveraineté de vos pays, si vous vous mettez des dirigeants qui ne sont que des malfaiteurs multidimensionnels, comme Laurent Gbagbo à la tête de vos pays. Mesdames et messieurs, on va avec le sujet numéro 3. Comment le Pentagone négocie en Côte d'Ivoire et au Bénin l'installation de nouvelles bases. Ça, on en a déjà parlé. Il n'y a pas beaucoup de secrets ou bien de nouvelles choses à dire. Il n'y a que quelques petits détails. Et comme je le disais la dernière fois, quand on parle d'un accord, l'accord est déjà acquis dans le cadre de la Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas comme on a dit, vous venez vous installer. Non, c'est un peu plus complexe que cela. Vous venez vous installer dans quel cadre? Vous allez vous installer sous quel schéma? Et vous allez vous installer, est-ce que c'est un partenariat? Donc, il y a plusieurs questions qu'il faut défendre. Donc, l'Africom s'active pour accélérer l'implantation des bases opérationnelles avancées à Abidjan et à Cotonou. Les coulisses des discussions en cours. Le général Michel Langlais, patron du commandement américain pour l'Afrique, l'Africom, poursuit son lobbying en vue de renforcer la présence de Washington dans les pays côtiers d'Afrique de l'Ouest.
Et je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà dit ici. Sachez que dans le plan américain, là, ils avaient déjà les renseignements qu'il y a certains pays comme le Mali, le Burkina, le Niger et d'autres pays qui voulaient se retirer de la CEDEAO. Et donc, depuis un très bon nombre d'années, pratiquement depuis 3 ou 4 ans, il y a une version non officielle de la CEDEAO qu'on appelle les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. On appelle ça ACO. Ce sont les pays qui ont décidé de maintenir le modèle américain, le modèle occidental, et de ne pas tomber sous l'influence russe. Et donc, quand ils ont fini de faire leurs renseignements, ils se sont dit, bon, quels sont les pays qui nous sont favorables? Et donc, c'est ces pays-là qu'on appelle les EOC, les pays d'Afrique côtière, d'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est la CEDEAO exclue de certains pays qui se sont mis sous la coupole russe. Mais déjà en avance, avant que vous ne voyez ce qui est physique, ils avaient déjà tous les renseignements. Et donc, c'est sur ces pays-là aujourd'hui que les États-Unis s'appuient, les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest francophones. Selon nos informations, le Pentagone a choisi la Côte d'Ivoire et le Bénin pour y installer 2 bases militaires afin de lutter contre le terrorisme, la piraterie maritime et les trafics transfrontaliers. Et donc, officiellement, c'est pour aider nos pays à lutter contre le djihadisme. Je dis bien officiellement la piraterie et les trafics de drogue et autres. Mais la vraie réalité, c'est d'abord pour défendre les intérêts géostratégiques américains. Quand je dis je n'ai pas dit géopolitique. Géostratégique, aujourd'hui, les États-Unis ont intérêt à être présents en Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest est une zone d'intérêt. Et c'est la partie la plus proche de l'Europe. Or, l'Europe a un lien militaire. L'Europe de l'Ouest a un lien militaire avec les États-Unis qu'on appelle l'OTAN. Donc, en occupant stratégiquement cette partie-là, c'est important. Ou bien même, il ne faut pas laisser le champ libre à un ennemi qui est la Russie. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui les Américains s'installent dans les pays comme la Côte d'Ivoire et le Bénin. Mais ce qui est étonnant, c'est que Kémy Séba n'a jamais donné son avis sur cette question-là. J'aurais bien voulu qu'il dise non aux Américains comme le Niger, le Mali et le Burkina. Mais bizarrement, lui n'a jamais dit, il n'a jamais donné son avis là-dessus. Et donc, en début mai 2024, le général Langlais s'est rendu à Cotonou afin d'y rencontrer Patrice Talon et le chef d'état-major des armées béninoises, le général Fructueux Baguidi. L'idée de l'implantation d'une base lancée avant même le départ des troupes américaines du Niger en mi-avril n'est pas évoquée publiquement. Et donc, contrairement à ce que les gens pensaient, les Américains même avaient déjà préparé leur départ même du Niger. Ils avaient déjà eu les renseignements. Et donc, depuis mi-avril, ils avaient déjà pris contact avec les Béninois. Ils n'ont pas reconnu cela officiellement et ni publiquement, mais c'était déjà chose faite. Mais depuis cette visite, les discussions se poursuivent dans la plus grande discrétion entre le Pentagone et les autorités béninoises qui sont en contact permanent. Les États-Unis sont très actifs dans le pays, où ils ont renforcé leur coopération militaire au cours des dernières années, multipliant les appuis logistiques et les financements. Et donc, les États-Unis aident beaucoup le Bénin en termes d'information, en termes d'appui en matériel militaire et en termes aussi d'intelligence, qu'on appellera ici l'information et de coopération militaire. Les choses devraient encore s'accélérer à la suite de l'attaque terroriste survenue le 4 mai 2024 dans le parc national de la Pendjari. C'est le nord du Bénin et ayant coûté la vie à 7 soldats béninois. Les Américains envisagent de déployer des drones d'observation et plusieurs outils de prévention et d'anticipation de la menace terroriste. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, quant à lui, a reçu Michel Langlais à Abidjan le 29 avril 2024. Il lui a donné son accord pour l'implantation d'une base américaine en Côte d'Ivoire, tout en laissant le soin à son chef d'état-major des armées, le général Lansina Doumbia, d'en déterminer le format. Comme c'est un article qui est simple, c'est pourquoi je n'explique pas. Si le cadre n'est pas encore tout à fait défini, on s'oriente vers une cohabitation des deux armées. Une installation similaire à celle des forces françaises de Côte d'Ivoire est en effet exclue. Et donc, ça ne sera pas comme une armée coloniale qui va venir pour imposer son diktat. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le pays souhaite au contraire se calquer sur le modèle du Ghana, où les Américains ont signé un accord en 2018 pour le déploiement d'un escadron.
de soldats impliqués dans la coopération très poussée avec un financement de 20 millions de dollars. En attendant, Washington multiplie des initiatives en Côte d'Ivoire. Du 13 au 24 mai 2024, l'Africom a organisé à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, près d'Abidjan, un grand exercice militaire. Réunissant plus de 1300 éléments venus de plusieurs pays du continent, cette opération dénommée Flintlock a lieu tous les ans en Afrique. L'Africom appuie également les services de renseignement ivoiriens. Et donc, vous vous souvenez maintenant pourquoi j'avais lu le premier article parlant des services de renseignement. Et ce qui va vous étonner, si vous vous souvenez très bien, quand il y avait la CAN, je vous avais dit non, calmez-vous, le pays est en sécurité. Bon, maintenant, on peut dire certaines choses. On peut dire certaines choses maintenant. Il y avait des avions américains qui ont été dépêchés. Des avions de surveillance et de reconnaissance qu'on appelle les ISR. On les a spécialement mis dans le ciel ivoirien. Du début jusqu'à la fin. Même fourmi, quand tu es en bas de la terre, là, tu passes l'envoi. Et il y a la CIA qui était versée en Boï à Abidjan. Mais il faut savoir qu'ils étaient là avant. Ils étaient là. Mais depuis l'après-Cannes, là, ils sont versés au... Waouh! Comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Et donc, chers Ivoiriens, vous êtes en paix. Et vous êtes en sécurité avec le président Ouattara. Ça, c'est ce qu'on peut dire, qu'on va dire. Mais il y a d'autres choses qu'on ne dira même pas. Donc, quand le président Ouattara vous dit qu'avec lui, là, le pays sera protégé, là. Le pays, là, est protégé. Je n'ai pas dit un autre pays, hein. Le pays, là, c'est protégé. Et en même temps aussi, la Côte d'Ivoire aide aussi, à travers la CIA en Côte d'Ivoire, à lutter contre certains réseaux du Hezbollah qui se trouvent dans la communauté libanaise à travers la chambre de commerce des Libanais de Côte d'Ivoire. Donc, on va s'arrêter là. On va permettre la lecture de l'édito de Mère Blanc. Et quand on aura fini, rapidement, on va laisser la parole à ceux qui voudraient la prendre. Bonjour, éclaireur Pro-Vérité. Bonjour à tous mes condisciples de la grande classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie ». Oui, nous ne sommes guère dupes. Ceci n'est pas un problème de personne, mais un problème mondial où l'Afrique est à la traîne. Dire que Thiam viendrait avec une baguette magique pour changer les choses en Côte d'Ivoire est un leurre. Le fait est que le commerce mondial à l'entame est tenu par l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon. C'est ce qu'on appelle la triade. Ces pays exportent les matières premières transformées ou manufacturées à hauteur de 68% des exportations mondiales et 80% de ces produits manufacturés viennent de ces pays développés. Contre cette suprématie mondiale économique, des pays se sont regroupés pour y faire front. Nous avons par exemple la Chine et les 4 dragons que sont Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud et Singapour. Ou alors les tigres asiatiques que sont la Thaïlande, la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines. Il y a aussi les BRICS. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran. Pendant que certains s'unissent pour être forts, les pays de l'Afrique s'entre-déchirent. Et en Afrique de l'Ouest, les putschs sont de mise. Donc, pas d'union, donc pas de force, donc pas de marché, donc pas de contrepoids. Aujourd'hui, les échanges de matières premières agricoles, telles que le coton, le café, le cacao, l'EVA, l'anacarde, etc.,
ne représente que 10% des exportations mondiales, contre 22% des matières premières minières, que sont le fer, le cuivre, le manganèse, etc. Sur le plan humain, la jeunesse vit essentiellement dans la capitale, délaissant les activités génératrices d'économie. En Côte d'Ivoire, cette jeunesse se plaint d'avoir faim et rêve d'être alimentée tel un oisillon que sa mère laisse sagement attendre dans son nid et qu'elle doit nourrir à tout prix avec des béquets. Et pourtant, la Côte d'Ivoire se maintient sur le chemin du développement amorcé depuis l'avènement du docteur Alassane Ouattara au pouvoir. Mes chers concitoyens, ouvrons les yeux. C'est lui le meilleur. Vous pensez que dans ces conditions, la CEDEAO pourrait constituer un marché pour faire le contrepoids à la triade? Je crains que non. Puisque notre jeunesse inconsciente rêve de rester à la maison, dormir, et on frappe à sa porte pour lui donner à manger. Ah, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Mettons-nous au travail, chers concitoyens, pour sortir le pays de la déliquescence. Quoique, en Afrique de l'Ouest, elle tient le bon bout. Notre patrie tient le bon bout. Le président Alassane Ouattara nous tire à bout de bras pour nous hisser à une hauteur plutôt honorable. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc pour ce sujet de réflexion qui pose d'abord le triste constat de l'état mental même des Africains et surtout des Africains de l'Ouest. Voilà des peuples qui ont des caractéristiques qui font aujourd'hui rêver tout le monde. Presque 80% de sa population a moins de 30 ans. Mais cette population-là, au lieu d'utiliser cette force de travail pour prendre conscience de son état, malheureusement, la majorité de cette force de travail est analphabète. Mais là encore, le pire du drame, des analphabètes qui aujourd'hui sont devenus des politiciens. Parce qu'une fois jetés dans les rues, ces jeunes gens se croient investis de missions divines et connaissant déjà la science politique. Vous les verrez aujourd'hui, ceux qui n'ont même pas de travail, ceux qui n'ont même pas réfléchi sur leur avenir, en train aujourd'hui de dire, quand la France ne sera plus là, votre pays ira mieux. Quand les Anglais ne seront plus là ou les États-Unis ne seront plus là, tout ira bien dans vos pays. Ce serait tellement facile. Mais nous qui sommes vos parents, qui sommes en Angleterre, qui sommes aux États-Unis, qui sommes en France, si la France était aussi mauvaise, les États-Unis étaient aussi mauvais là, mais comment se fait-il que nous, on vient gagner notre pain ici et puis on vous envoie, mais vous ne refusez pas? Quand on dit on va chasser la France et puis tout va aller là, les pays qui ont chassé la France là, est-ce que tout va bien là-bas? Non. Mais aujourd'hui là, c'est sur vos parents qui sont en France que vous comptez pour vous envoyer de l'argent. Ça veut dire que le monde ne fonctionne pas selon ce que vous aviez pensé. À un certain moment, il faudra que nous autres Africains de l'Ouest, nous puissions nous arrêter. Le maire a parlé des BRICS, elle a parlé de la triade, elle a parlé du commerce mondial. Mais l'Afrique se retrouve où dans ce jeu? Nous ne sommes nulle part. Notre jeunesse a été abrutie, lobotomisée et elle est devenue fainéante. Cette jeunesse-là est sur Facebook, TikTok, en train de penser que lorsqu'on va faire des théories à la con pour distraire toute la jeunesse et tromper les gens, on devient politicien, on devient célèbre. Mais cette jeunesse n'a pas compris que pour gagner son pain, il faut aller travailler. Il faut participer au tissu économique réel. Non, la vie facile pour avoir quelques vues et quelques sommes sur Facebook ne peuvent pas te construire une vie. Ça ne va pas te payer une retraite. Et ça ne change rien dans le quotidien de tes concitoyens.
Lorsqu'on vient parler, ça doit être un temps très bref pour donner des opinions et puis passer. Ça s'arrête à ça. Malheureusement, notre jeunesse aujourd'hui est prise dans ce piège-là. Et malheureusement, les politiciens dans nos différents pays n'aident pas. Quand vous voyez des politiciens qui disent que la démocratie ne marche pas, c'est de quelle démocratie vous parlez? La démocratie selon ce que vous voulez ou mais la démocratie selon les principes que vous n'avez pas voulu appliquer? Pourquoi la démocratie marche-t-elle dans les pays qui l'appliquent en respectant les textes et les normes et pourquoi elle ne marche pas là où on fait les coups d'État? Ça veut dire c'est encore la capacité des hommes à être droits et à vouloir tirer leur pays vers le haut. Et donc un pays qui n'est pas à la hauteur des rendez-vous de la connaissance humaine, un pays qui n'est pas au rendez-vous du partage économique, qu'est-ce que ce pays-là vaut? Chers Africains, Merblin est parti du constat du commerce international, mais le mal est plus grand et c'est un constat qui est plus triste qu'ahurissant. On doit se réveiller. On est en train de mener le mauvais combat. Ce n'est pas en divisant l'Afrique pour dire nous on est devenu AES, nous on est CEDEAO, que l'Afrique de l'Ouest va grandir. Divisés, nous serons encore plus faibles et tout le monde pourra nous exploiter. Et si tout ça, c'était fait à dessein, et si ceux aujourd'hui qui se disent AES étaient ceux-là qui étaient payés pour pouvoir diviser l'Afrique, déstabiliser, parce que la CEDEAO, quel que soit ce qu'on pourrait lui reprocher, elle avait au moins un mérite d'être un ensemble économique et un ensemble de personnes qui avaient déjà fait quelques pas. Est-ce qu'il n'est pas mieux d'avancer doucement que de toujours apprendre à reprendre et à faire la même chose sans jamais bouger? Voilà autant de questions que nous, Africains, nous devrions nous poser. Et Dieu ne changera jamais la condition d'un peuple tant que les individus qui constituent cette société ne vont pas eux-mêmes changer leur manière de réfléchir, leur manière de voir le monde et leur manière de se juger eux-mêmes. C'est très important. Autant, même dans la spiritualité, il faut que l'âme soit capable de se blâmer elle-même pour pouvoir progresser. Dans la connaissance humaine et intellectuelle, il faudrait que chacun de nous puisse se dire qu'est-ce que j'aurais pu apporter de là où je me trouve, quelle que soit ma condition. Et surtout, qu'est-ce que je n'ai pas fait, mais que j'aurais dû faire. C'est vraiment important. Toutes ces questions-là, nous ne les sommes pas encore posées, mais il sera utile. Et tôt ou tard, si nous ne nous posons pas ces questions-là, c'est nous qui allons disparaître. Et comme le monde a horreur du vide, ce seront d'autres civilisations qui prendront nos places. Et c'est pourquoi il faut faire attention à ces politiciens sans objectif qui viennent dire des grandes théories. Mais quand on leur demande qu'est-ce que vous avez fait, ils vous disent nous n'avons jamais rien fait. Je l'ai dit, ce sont des malfaiteurs multidimensionnels comme les Laurent Gbagbo, les Tidjane Thiam et autres. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. On a pratiquement 30 minutes. On va laisser rapidement la parole à ceux qui veulent la prendre, de se signaler très rapidement pour qu'on sache comment on va diviser les 30 minutes. Si on a 6 personnes, ça sera 5 minutes. Si on a 3 personnes, ça sera 10 minutes. Et donc, ceux qui veulent véritablement la parole, vous pouvez maintenant vous signaler pour dire, soit par écrit, pour ceux qui en ont l'habitude, je vais prendre la parole. Pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, vous tapez éclaireur en un mot, pro-vérité en un mot et bis, B-I-S en un mot. Et vous écrivez, je vais prendre la parole. Et quand c'est comme ça, je vais répondre OK et on va vous donner la parole et vous allez pouvoir parler. On a déjà 2 personnes. Ça fait déjà 3. Et donc, ceux qui veulent véritablement prendre la parole, signalez-vous le plus tôt. On a 30 minutes pour qu'on sache comment on va diviser. Voilà, comment on va diviser le temps de parole. Et donc, on a déjà presque 7 personnes déjà. Donc, vous voyez de quoi je parle maintenant. On a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a déjà 6 personnes. Et donc, on va encore attendre quelques secondes pour voir s'il y a d'autres personnes qui veulent s'ajouter. Et s'il n'y a personne, ce qui va nous mettre automatiquement dans les 5 minutes par personne. Et donc, on va permettre que ces personnes-là puissent s'exprimer exclusivement dans les 5 minutes et laisser la parole et pouvoir progresser rapidement. Ok. Donc, mesdames et messieurs, c'est avec ces 5 personnes que nous allons faire.
Et donc, on va donner la parole à Binet, à Cyclone, pardon, à Sunyata le concurrent, à Maman Ouragan, à notre frère qui est là, ainsi qu'à Mère Aki. Et donc, voilà les personnes à qui, ici, sur la base des 30 minutes, on va permettre que chacun puisse s'exprimer dans un maximum, je dis bien, pas plus de 5 minutes, c'est 5 minutes le maximum, pour ne pas aussi m'empêcher, dans le temps, de pouvoir m'apprêter et partir. Allô? Allô? Oui, bonjour, Allô? cher frère. Oui, bonjour, en fait. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Vous-même? Oui, ça va, ça va. Ok, donc on vous laisse vos 5 minutes puisqu'on est vraiment pris par le temps. Ok, il n'y a pas de problème. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Désolé un peu du silence ces temps-ci, là, le boulot, souvent, ça chauffe. Effectivement, non, on n'accuse personne. C'est comme ça, hein. Il faut faire avec. Ok, d'accord. Chers parents, ok, d'accord. Chers parents, bonjour à tous. Bonjour encore de nouveau. Je reviens encore aujourd'hui pour vous parler. Pour que vous fassiez très attention à tout ce qui se passe ces temps-ci, là. Chers parents, on vous a déjà dit, mais on va répéter encore. Ça veut dire que quand quelqu'un vient se présenter devant toi, quelqu'un qui vient te parler, pour dire je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, je vais faire ça pour toi, là. Mais avant de juger sa crédibilité, chers parents, il faut regarder le comportement de la personne d'abord. Le comportement de la personne décrit si la personne qui te parle là, si on peut lui faire confiance ou pas. Vous êtes intelligent, vous n'êtes pas bête. On vient vous raconter ces temps-ci, oui, Alassane Dramane Ouattara, il a pris crédit, le président a pris crédit, et il a endetté le pays. Mais chers parents, est-ce qu'on vous a déjà dit qu'ils ont envoyé une convocation contre le président qui n'a pas payé crédit là? Quelqu'un qui prend crédit et puis il paye, où est le problème? Est-ce que vous avez entendu que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale, est-ce que vous avez entendu que Alassane Dramane Ouattara, le gouvernement n'a pas pu payer crédit là? Donc on vient vous raconter que le pays est endetté, le pays est ceci, cela là. Si à partir du moment où vous n'avez pas entendu qu'ils ont donné convocation contre le président, mais c'est faux, c'est pas un problème. Pourquoi vous allez écouter ça? Ne soyez pas bêtes. Que ce soit Babo, que ce soit les Blé-Goudé, que ce soit les Adama Picasse, tout ce monde-là, ils vont venir vous parler, ils vont vous aider, ils vont prendre le pouvoir, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Mais chers parents, est-ce que vous ne les connaissez pas? Si pas plus près là, est-ce qu'on a besoin de vous dire que c'est un bandit? Est-ce qu'on a besoin de vous dire? Si ceux-là, ils vont venir vous dire qu'ils veulent le pouvoir pour aider les Ivoiriens là. Mais regardez leur comportement, bon sang. Est-ce que ça là c'est compliqué? Est-ce que, en France là, est-ce que Stéphane Kipling n'a pas de problème en France pour des problèmes de liquidité? Qu'est-ce qu'il n'est pas allé faire en RDC? Hein? Les Simon Gbagbo qui ont encouragé les viols, ils ont envoyé les déchets toxiques. Mais tous ces faits-là sont là, avec les comportements qu'ils ont aujourd'hui là. Si cela, peu importe ce qu'ils vont venir vous dire là, est-ce que chers parents, est-ce que ça là, on peut prendre en considération ce qu'ils vont vous dire là? Avant de faire confiance à quelqu'un, avant d'écouter quelqu'un là, regardez son comportement. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait avant de croire à ce qu'il dit? Si vous bêtement comme ça, vous croyez à ce qu'on vous dit, sans analyser le comportement des gens, vous vous foutez le doigt dans l'œil, chers parents. On est en train de rentrer dans une période très sensible. Il y a beaucoup de choses qu'on va vous dire, mais avant de vous asseoir et d'écouter et de croire ce qu'on vous dit, regardez le comportement de la personne qu'on vous dit. Ou bien si on vient vous parler du président, regardez d'abord son comportement. Est-ce que le comportement qu'il a avec ce qu'on dit de lui là, est-ce que ça marche ensemble? Si ça ne marche pas ensemble, prenez ça, jetez ça à la poubelle. C'est ce que j'aimerais vous dire. Grand frère, vous avez parlé de quelque chose tout à l'heure qui est très important. Et nos parents africains ne pensent pas à ça. C'est l'espionnage. L'espionnage aujourd'hui là, ça n'a sur plusieurs facettes. Je vais vous dire quelque chose, peut-être vous n'allez pas me croire. Hein. Vous savez que dans l'espionnage là, même les jouets qu'on achète pour donner à nos enfants là, les jouets qui chantent, les jouets qui jouent avec toi, hey, attention, hein, dans ces jouets là, il y a souvent des dispositifs pour espionner, mais vous ne savez pas. Aujourd'hui, on va trouver que ce soit des structures étatiques, des entreprises, ils vont acheter du matériel, des serveurs, des ordinateurs, ils veulent mettre ça dans les entreprises pour travailler, sans vérifier ce qui est dans l'ordinateur là, mais vous faites espionner. On est dans un monde aujourd'hui là,
où on n'a pas besoin forcément d'envoyer quelqu'un physiquement pour voir qu'est-ce que tu fais. On va te faire un cadeau. Et ce cadeau-là, dedans, il y a un dispositif pour t'espionner. Donc, il faut que nos parents fassent très attention, nos gouvernements fassent très attention. L'espionnage, il y en a de toutes sortes. Donc, quand vous achetez des équipements, vous achetez certains dispositifs, vous mettez ça chez vous, vérifiez d'abord. Je sais de quoi je parle. Vérifiez d'abord. Parce que cet équipement-là, ce cadeau-là, ce jouet-là, ce téléphone-là, c'est en train de t'espionner, mais tu ne sais même pas. Vous levez là, vous installez des jeux gratuits là, les jeux gratuits que vous voyez, des applications gratuites que vous voyez là. Oui, c'est joli, ça marche bien. Ah, c'est très bon. Mais jeu que tu as mis là, toi, tu sais c'est quoi qu'il y a dedans. Donc, faisons très attention. C'est un monde qui est en train d'aller dans une autre facette. Il ne faudrait pas qu'on s'espionne de façon bête. Ok, grand frère, c'était tout pour aujourd'hui. Merci. Bonne journée. Vraiment, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée et toute la grâce divine. Vraiment, merci pour les avertissements et surtout le fait d'attirer l'attention des uns et des autres sur tous les dangers de notre monde moderne. Vraiment, merci beaucoup. Ok, merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Allô, bonsoir éclaireur. Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous-même? Dieu merci, tout va pour le mieux. Ok, merci de me donner la parole, Il y a éclaireur. pas de problème. Je vous salue, merci pour le boulot et je dis bonsoir à tous les élèves de la classe. Alors, éclaireur, je voulais me prononcer sur les inondations qui ont lieu en ce moment à Abidjan, à Cocody notamment, et dire que vraiment c'est dû à l'incivisme. Faut pas chercher la cause ailleurs. C'est parce que on a remarqué que il y a des occupations anarchiques à Abidjan, un peu partout à Abidjan, et que les gens les petits commerces se sont installés sur des caniveaux. Et quand le ministre gouverneur Cissé Bakongo engage une opération de démolition, l'opposition trouve à redire. Alors que ça y va de la sécurité de tous les Ivoiriens. Parce que ce qui se passe à Cocody, je ne comprends pas pourquoi chaque année, à la même saison, il y a des inondations. C'est dire que les gens se sont installés un peu partout. Et voilà pourquoi on dit qu'on doit mettre fin au désordre. Donc nous encourageons le ministre gouverneur Cissé Bakongo pour continuer ces opérations de déguerpissement et de démolition. Parce que, imaginez, s'il n'y avait pas eu le déguerpissement à Mossikro, par exemple, où on a remarqué que chaque année, à la même période, on décompte des morts. Je me rappelle que l'année dernière, toute une famille s'est vue ensevelie avec les éboulements de terrain. On a dénombré 30 personnes mortes au total avec les pluies diluviennes. Donc je pense que il est temps que on déguerpisse toutes les zones à risque pour pas que cette année encore, avec la saison des pluies, on puisse compter encore des morts. Donc vraiment merci au maire Cissé Bakongo, au ministre gouverneur Cissé Bakongo pour tout ce qu'il a entamé pour mettre fin à tout le désordre qu'on a pu voir ici et là. Donc vraiment, c'est ce que je voulais dire. Je ne vais pas être long. Par rapport aux jeunes, je dis merci à Madame Blanc d'avoir mis le doigt sur ce problème de la jeunesse. Parce qu'on a remarqué que la jeunesse se meurt à petit feu, parce que c'est une jeunesse fainéante qui ne pense qu'à danser, qu'à faire la fête au lieu de se former, de s'informer et de prendre vraiment son destin en main. Parce que cette jeunesse, c'est la relève de demain. Et donc, si on a une jeunesse mal formée, il ne faudrait pas s'attendre à une bombe à retardement plus tard. Donc, merci éclaireur, voilà ce que je voulais dire. Je vais passer la parole. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Merci de votre efficacité et surtout merci d'éclairer encore la lanterne des uns des autres. En fait, rien n'arrive au hasard. Et Dieu merci, le gouvernement a pris des dispositions et c'est aujourd'hui que les gens peuvent se rendre compte combien de fois cela a été salutaire et utile. Et nous disons à nos gouvernants de continuer. On ne fera jamais l'unanimité, mais tant que le résultat de l'efficacité est là et qu'on évite des morts, pour nous c'est le plus important. Vraiment merci beaucoup, chère mère, et on va vous souhaiter un excellent week-end.
Merci beaucoup. Bonne suite d'émission à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Très bien. Bonjour, mon éclaireur. Ok, comment ça va? Bonjour à toute la classe. Donc, vous avez la parole pour 5 minutes. Attends. Ça va, vous m'entendez? Nous, on arrive à vous entendre parfaitement. Ok, éclaireur, je vais pas être longue. J'ai un frère qui s'appelle Diomandé Major qui vous a fait un hommage. Je vous ai envoyé l'audio, si vous pouvez la mettre, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de problème. Mais là, il va falloir que je me déconnecte avec vous alors. Comment? Il va falloir que je déconnecte pour pouvoir lancer l'audio. Ok, d'accord, merci. Ok. Bonne écoute. Merci beaucoup, chère mère. Honorable député, je vous invite à prendre une pause de notre quotidien habituel pour rendre hommage à un élève dont la contribution à notre société en est une des bases du modèle du cyberespace. Dans l'immensité du cyberespace, une école est née. Elle brille pour les personnes éclairées. Éclairant pour vérité. Détenteur de sagesse et de connaissances multidimensionnelles. Il aveugle les gens les plus forts avec sa lumière et guide les esprits ouverts dans la quête du savoir. Originaire de la terre et de l'Uni de la Côte d'Ivoire, sa patrie. Résident aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. Sa puissante voix traverse avec aisance les continents prônant la vérité, la justice et la paix dans le monde. L'un des anciens récits est sacré, des religions révélées, des sciences exothermiques et des sciences africaines. Il dévoile les mystères et les secrets de la vie avec précision. Son savoir transcende les époques. Polyvalent et polyglotte, Assoura c'est un véritable érudit. Il dénoue les fils de l'histoire et de la géopolitique mondiale. Sa puissante voix est porteuse de vérité, de bienveillance et d'humanisme. Son esprit vif est une flamme vive qui illumine les chemins obscurs, captivant tout le monde au passage. Éclairant pour vérité, en toi nous voyons un guide, un modèle, un mentor. Ton combat pour la vérité, la justice et ton engagement sans faille pour le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, force l'admiration et le respect. Avec toi, nous marchons éclairés par ta lumière vers un monde où règne justice, vérité, paix et amour. Texte écrit par Diomandé Major avec la contribution de l'humain Pinel Sidibé. Je vous remercie. Merci infiniment à notre frère, merci à notre fils, merci à notre compatriote. Merci à vous pour ce hommage. Mais c'est un hommage aussi à tous les élèves de la classe, chacun à quelque niveau qu'il soit. Et merci à certains qui se souviennent que dans le processus de notre combat, de nous rappeler que nous sommes là pour une cause juste. Et comme j'aime à le dire, les louanges sont les mérites de Dieu lui-même. Et nous prions Dieu pour que tous ceux qui aiment véritablement les combats que nous menons, de se joindre à nous et de venir nous aider. Parce qu'il y a plusieurs manières d'aider quelqu'un sur la voie du combat. Et c'est une manière pour nous-mêmes d'exister et d'avoir pris fait et cause
dans les problèmes de notre société moderne. Et chers EPV, comptez-vous parmi les plus heureux qu'on est un des leaders les plus éclairés, un des leaders les plus efficaces, qui nous permettent de pouvoir sortir toujours la tête haute pour dire le message de la fraternité, de l'unité. Et vraiment, merci à tous ceux qui ont compris ce combat et qui soutiennent cette même cause. Et vraiment, nous disons à tous ceux qui veulent s'essayer de venir, d'apprendre. Et c'est comme ça qu'ils pourront se perfectionner et d'aimer eux-mêmes, devenir aussi d'autres lumières pour apporter encore plus de lumière à ce monde qui en a besoin. Et donc, on va continuer avec les personnes qui avaient voulu prendre la parole. Et donc, on va laisser à Maman Ouragan ces 5 minutes. Et après, on va passer à Mère Aki. Et on va finir avec Sundiata le Conquérant. Allô? Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pro-vérité. Je vais bien. Okay. Merci. Dieu merci. Et vous? Oui, grâce à Dieu, tout va bien. Donc, on vous laisse vos 5 minutes. Ok. À pour titre, Dushka Pakura. Pardon. Dushka Petukura. La baignoire WC publique des FPI, PPACI, des Soroïs AES. Douche Petukura. L'horreur des bêtés de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Douche Petukura. Le poison des bêtés de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Douche Petukura. Gomme maléfique des bêtés de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Douche Petukura. L'infiltré parmi tant d'autres dans mes parents de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Douche Petukura. L'ennemi de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, doit finir son travail d'indique envoyé enfin par Soro Guillaume, l'assassin d'Ibrahim Koulibaly. Douche Petukura, la planète God djihadiste de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Douche Petukura, dit Douche Kakpakora, Eleonore Kwame, Naomi Vetiede, la Zombrotte, Olivier Blaise Zombrotte, Marie-Jeanne Tagbo, Sonaki, Félicité Zoré, Obrou, à petit feu, hein? Jalousie, envie, haine, orgueil, prêts à enlever la vie à leurs propres proches pour récupérer leurs biens. C'est pas pour les étrangers qui seront épargnés. Douche Petukura, Maman Ouragan dit, mon éclaireur pro-vérité jusqu'au dernier retranchement, la vérité va faire mal, mais va toujours triompher. L'animal blindé, merci pour le vrai fond de ta pensée. Va à Abidjan avec ta famille et ceux sur place pour marcher et violer l'article 185. Tes amis Gore, du Guémon, du Cavalier, de Gaison, si c'est comme ça, ça se dit, hein, avec certains bêtés, Gagou, Dida, qui adorent la médiocrité, comme toi, les soroïstes djihadistes AES infiltrés dans nos parents du nord de la Côte d'Ivoire. Mon éclaireur, j'ai fini tellement que c'est 5 minutes. Il n'y a pas de problème, cher mère. Vraiment, merci beaucoup d'avoir fait un pied de nez à la bande maléfique pour leur dire qu'on sait où ils vont, on les voit, on les suit et que malheureusement, c'est une tentative qui ne va pas prospérer et que ces personnes qui n'ont aucun lien avec la bonté divine peuvent continuer ce qu'elles ont à faire, mais qu'elles ne vont jamais prospérer. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. On va vous souhaiter un excellent week-end et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Je vous en prie, chère mère. Okay. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Bonjour à tous. Éclaireur, je vous dis merci déjà pour aujourd'hui. Je dis merci à tous les auditeurs, enfin les intervenants qui sont passés, et spécialement aussi à Mère Blanc pour son édito d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui mentionne la jeunesse, une fois de plus.
la question évoquée est une question majeure et franchement, il faudra qu'on puisse y arriver. Aussi, je dis merci à Mère Fiona pour la question de l'inondation qu'elle a évoquée. Toutes ces questions, c'est des questions majeures. J'espère que solutions seront trouvées à tous ces soucis par la grâce de Dieu. Justement, la jeunesse, j'en profite pour dire, voilà un à qui moi, en tout cas aussi, tout comme vous, je dis immensement merci avec l'hommage qu'il nous a rendu, qui rend d'ailleurs à cette plateforme. Et en même temps, ça devrait susciter au reste de la jeunesse qu'il faille quand même se lever et faire quelque chose pour elle-même. Et Clara, je vais juste finir par dire, et si on parlait des rentes viagères? Et ça, c'est une parenthèse que j'ouvre et je voudrais quand même remettre ça à lundi, que je suppose être un jour un peu plus relax pour vous, pour que chacun puisse venir quand même en apporter ses ressentis. Sinon, mon ressenti, c'est que c'est de l'arnaque. Et quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, qui sont les exemples qui sont les plus récents, comme Michel Gbagbo qui intervient dans l'article 125 pour dire qu'il faille laisser les gens les uns tuer les autres parce que cet article n'est pas favorable, je sais pas à quoi. Donc, et puis Stéphane Kipré tous ces gens, en fait, pour vous dire qu'on est à leur réserver des rentes viagères alors qu'ils sont là pour nous faire du mal. Ça doit susciter beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. Et il faudra quand même en venir à ce que cette loi ou ces avantages-là soient supprimés. Donc, j'ouvre cette parenthèse-là pour le lundi et puis revenons là-dessus. En tout cas, parlons des rentes viagères. Et puis voilà, je vous laisse éclairer. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, chère mère. Et dès que vous en aurez la possibilité, vous pouvez aisément parler des rentes viagères. Peut-être que ça va être nouveau pour certains. Et on en a déjà suffisamment parlé, mais ce n'est pas mauvais d'en parler pour encore mettre le plat au goût du jour pour que certains, peut-être, pourraient nous aider, le fassent. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, je voudrais plutôt dire revenir là-dessus, quoi. Bon, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir rappelé ça. Bonne journée à vous et puis bien de choses à tous. Il n'y a pas de problème, cher mère. C'est nous qui vous disons merci et excellent week-end. Merci. Merci beaucoup. Bonjour le concurrent. Oui, bonjour frère Clara. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ok, ça va très bien. Donc on vous laisse votre temps de parole. Je vous remercie de me donner la parole. Alors l'actualité, elle est relative à la saison des pluies diluviennes à Abidjan. Bon, comme on l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, nous avions déjà indiqué ici qu'entre la période du 20 mai jusqu'au 30 juin, qu'il allait avoir des pluies diluviennes et qu'il fallait prendre des dispositions. Effectivement, des dispositions ont été prises dans ce sens, puisqu'on a remarqué que dans les quartiers précaires et dans les zones à risque, le district autonome d'Abidjan a procédé à la libération des emprises et aussi à déguerpir certaines populations. On a également remarqué que des caniveaux avaient pu être vidés et que des actions ont été posées dans ce sens. Aujourd'hui, depuis pratiquement hier vers midi jusqu'à en ce moment même où nous parlons, il est 14h11 à Abidjan. Il ne fait que pleuvoir sur le district autonome d'Abidjan. La pluie est pratiquement sans interruption. Il pleut et il pleut sans cesse. Et vous avez dû constater qu'il y a des inondations à certains endroits, notamment dans des quartiers même qu'on pourrait appeler les quartiers UP, du côté de Cocody. À Adjamé, on nous signale l'effondrement d'un immeuble.
Du côté de Mosikro, on nous signale des éboulements. Sur le trafic de l'autoroute entre Adjamé et Yopougon, malheureusement, hier, un chauffeur de Baka indiscipliné nous a servi un décor macabre. L'inondation étant, au lieu d'être prudent, selon les témoins, il a roulé à vive allure et arriva ce qui devait arriver. Malheureusement, le Baka s'est retrouvé dans un ravin et il y a eu des morts, il y a des personnes qui sont portées disparues jusqu'en ce moment même où nous parlons. Pour dire quoi? Tout ce qui a été fait a quand même permis de limiter certains dégâts et de sauver des vies humaines. On a constaté que c'est le conducteur indiscipliné, il a servi les décors avec des morts, malheureusement. On a aussi constaté que, n'eût été ces déguerpissements, dans certaines zones de Mosikro et puis du côté de Goribana, on pourrait même avoir des dégâts importants entraînant mort d'homme. Heureusement, ceci a été évité. Donc, il faut dans un premier temps saluer ce que nous-mêmes nous avons fait ici sur la plateforme en sensibilisant. Et de deux, il faut aussi saluer les actions du gouvernement et plus particulièrement certains déguerpissements qui ont été entrepris par le district autonome d'Abidjan. Cela dit, toute œuvre humaine n'est jamais assez parfaite. Voilà. Donc, la pluie est arrivée depuis hier et nous constatons les dégâts. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cela. Parce que moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas ce genre de personne qui vient toujours pour pleurer quand il y a déjà les dégâts. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a bien remarqué que du côté de la Riviera Palmeraie, 9 kilos, Bonoumen, et du côté de Abidjan Mol, et on va dire Cap Nord, dans cette zone particulièrement, chaque année, ce sont les mêmes choses et tout le monde sait que ce sont des bas-fonds qui sont dans cette zone. Ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Il faut procéder plus ou moins au dédommagement de ceux qui ont eu à construire dans cette zone. On va démolir les habitations, on va aménager le coin, faire une étendue d'eau et puis construire un viaduc sur l'axe partant de, on va dire, la Riviera là, depuis l'école de police jusqu'à dans cette zone de 9 kilos là, dans le sens école de police pour aller vers Bingerville. Mais plus particulièrement dans cette zone de 9 kilos, il faut prévoir un viaduc. Le viaduc, c'est quoi? C'est un pont et en dessous, il y a l'eau qui passe. C'est ce qu'il faut faire. Il faudra prendre la décision courageuse de dédommager les gens et de les déguerpir. Sinon, dans les années à venir, vous allez voir, il y a des immeubles qui vont tomber, des gens vont mourir et les gens vont encore venir faire ce qu'on appelle des constats, ranger les dossiers au tiroir et puis avancer. Bon, ça, moi, je ne suis pas ce genre de personne. Donc, il faudra prendre les décisions qui s'imposent. En même temps, nous avions dit ici par le passé, les 5 minutes sont arrivées, mais vous me permettez de prendre 2 minutes supplémentaires. Nous avions dit ici par le passé qu'il fallait prévoir des poubelles pour les bidons en plastique. Ce qui n'est pas encore bien rentré en pratique, mais il faut le faire parce que les caniveaux sont essentiellement bouchés à cause des bidons plastiques. Maintenant, pour ceux qui voyagent, comprenez qu'en ce moment, lorsque vous sortez d'Abidjan, après le premier péage, sinon on va dire dans la zone du péage d'Atengue, pour aller jusqu'à Yamoussoukro, il y a sur 1 ou 2 kilomètres, il y a des inondations, donc soyez prudents. En même temps, c'est un appel. Tous ceux qui voyagent en cette période de Tabaski, contrôlez vos pneus, limitez la vitesse, contrôlez l'état mécanique de vos voitures, roulez à vitesse basse. Soyez très prudents. C'est la fête, le trafic sera très dense. Donc, il va falloir conduire tout en tenant compte de sa vie, parce que rien ne vaut la vie. Il va pleuvoir énormément, parce que nous ne savons même pas si la pluie va finir par s'arrêter aujourd'hui, mais ce qui est sûr, elle est en train de continuer. Donc, il va falloir être extrêmement prudent. Prenons toutes les dispositions qui s'imposent pour protéger les vies humaines. Si un déplacement n'est pas obligatoire, mieux vaut l'annuler. Parce qu'en ce moment, il pleut énormément, on ne va pas mettre des vies en danger,
Donc, prenons tous les dispositions qui s'imposent pour avancer. Donc, voici ce que je voudrais dire. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Sunyata le concurrent. Merci pour la belle teneur de conseils que vous donnez aux uns aux autres. C'est tellement simple à entendre, mais c'est utile pour sauver des vies. Et pour cela, on ne pourra jamais cesser de vous dire merci. Les gens aiment être des conséquentialistes. C'est-à-dire qu'on aime voir les actions et les juger en fonction des conséquences. Et ils veulent qu'on absolutise ça. Ils veulent qu'on prenne ça comme une règle normale universelle. Cela ne se peut pas. Ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Même quand nous-mêmes on fait semblant. La voie que tu es en train d'évoquer, 9 kilos là. Avant là, il y avait un marché là-bas. Où il y avait un marché là. Tout le monde connaît. Actuellement, si tu t'en vas là-bas, là, ils ont entouré ça de tôle. Les gens sont venus, ils ont colonisé l'espace. Ils se sont assis dessus. Ils avaient même construit là-bas, alors que c'est un passage naturel de l'eau. Mais la nature, là, on peut blaguer les hommes. On peut se blaguer soi-même, mais on ne peut pas blaguer Dieu. Quand l'eau a fait des dégâts, là, ils étaient obligés de casser ces immeubles-là et de débarrasser l'espace. Ça ne résolvait pas le problème. Les constructions qui ont été réalisées au plus bas, de l'autre côté, là, tout ça, là, c'est ça qui crée le problème, là. Comme on ne veut pas se dire la vraie solution, ben les vraies conséquences vont continuer à nous chicoter. C'est une question de responsabilité. De toutes les manières, là, Dieu, là, lui, on ne le voit pas pour dire qu'on va le blâmer. Nous, pour dire ce que tu as fait là, c'est pas bien, là. Lui, on ne le voit pas. Et donc, si nous ne prenons pas la capacité d'être correct envers nous-mêmes, c'est pas envers Dieu qu'on va demander qu'il lui soit correct avec nous. La nature aussi, ce sont des ensembles, c'est un ensemble de principes. Tu mets ta main dans le feu, ça va te brûler. Tu t'amuses avec ta vie, tu vas la perdre. Et chaque jour, on vient, on donne des conseils simples, ça amuse les gens. Mais pourtant, c'est pour sauver vos vies. S'il vous plaît, tenez en compte. Mesdames et messieurs, nous avons fini. Merci à Sunyata, le concurrent. Merci à tous ceux qui participent. Tu vas aller donner tes fétiches là ailleurs, là-bas. Ton témoignage là, si c'est bien, il faut aller vendre ça ailleurs. Nous, on n'en a pas besoin ici. Nous, Dieu nous suffit. Et en Dieu, nous plaçons notre foi et il sera suffisant pour nous. Et donc, mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va s'arrêter aujourd'hui. On dit merci à tous ceux qui nous suivent. Demain, ça sera un autre jour. Et Sunyata, le concurrent, va vous permettre de nous faire la conclusion. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Comme tout le monde le sait, en ce moment, il pleut énormément sur le district autonome d'Abidjan. Soyons prudents. Prenons toutes les dispositions qui s'imposent pour préserver la vie humaine et surtout pour protéger les populations. Voilà, donc portez-vous bien et excellente journée à tout le monde. À demain. Merci infiniment. Bien des choses à vous-même, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous suivent. Et certainement que demain, Dieu nous permettra d'être encore là pour donner le peu que nous savons. Excellente soirée et bien des choses à toute la famille.